jamais essayé de piéger un homme, surtout si ou ça qui sait ou qui entend. Mais ni des femmes qui pas innocent, tu sais, yo t'es qu'à chercher. Mesdames et messieurs, les auditrices auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du mardi 4 août 2020. Chers auditeurs, pour l'émission du jour, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Aïcha Kallo, une personnalité qui évolue dans le milieu médical, principalement dans la santé sexuelle. Ainsi, nous allons passer un grand moment d'échange avec notre invité du jour. Aussi, notre émission est très riche car elle intègre la chronique beauté et bien-être avec Isma qui nous parlera du maquillage des sourcils avec une démonstration en live vidéo. De même pour Gina qui nous présentera la rubrique actuelle au cours de laquelle nous serons informés sur les informations qui concernent les femmes durant ces derniers jours. Pour rappel, l'Écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture. Promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail
@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76. Si vous êtes à l'étranger, vous rajoutez le plus 33, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook, excusez-moi, en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Passons au sommaire du jour de l'émission du mardi 4 août 2020. Tout d'abord, nous débutons notre échange avec Madame Aïcha Kallo de façon simple et directe, puis ce sera le tour des chroniques. Avant de rentrer dans les échanges avec Madame Aïcha Kallo, nous allons faire une petite pause et nous revenons rapidement dans l'émission L'écho des femmes. Que préféré partir. Avec nous qui rêvait quand innocent. Comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive raché. Respecter femme, considérer c'était maman. Sous la terre, qui pas qu'à respecter femme, les ouais on n'a pas de femme. Ça fait moins mal. Dis-moi, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman, j'en ai souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça vous fait peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent, y'ont oublié. Les doigts, ces femmes-là, toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail. Ça fait moins mal. Mariage par intérêt. Ça fait moins mal. Égoïste. De retour dans votre émission L'écho des femmes après cette pause musicale, je vous rappelle que l'émission du jour reçoit Madame Aïcha Kallo comme invitée.
Mesdames et messieurs, les auditrices et auditeurs, avant de rentrer dans les échanges avec Madame Aïcha Kallo, nous allons faire le tour du monde sur les informations qui concernent les femmes dans la chronique actuelle avec Gina So-Ferber. Tout de suite, passons à la chronique actuelle avec Gina So-Ferber. Merci Gina, merci d'être présente parmi nous. À toi la parole. Bonsoir Lydia, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Passion Culturelle. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans la rubrique actuelle, nous allons parler de deux histoires très inspirantes et très motivantes. La première info, elle nous vient tout droit des États-Unis et nous parle de la magnifique histoire d'une jeune fille et de sa mère qui ont reçu leur diplôme de médecine le même jour. Donc maintenant, Dr Kuji, donc de leur nom de famille à toutes les deux, donc de cette maman et de sa jeune fille, elles ont reçu leur diplôme de médecine le même jour. Donc c'est une histoire très très émouvante parce que comme quoi, on peut faire des études très tard, voilà. On peut, pour le cas de la maman, et surtout voilà, il n'y a pas d'âge en fait pour suivre ses rêves, pour passer des examens, pour s'instruire, pour apprendre des choses. Donc je vous laisse imaginer la joie de cette maman et de sa fille le même jour. En plus le souvenir qu'elles auront à vie parce que voilà, ça sera un moment inoubliable pour elles parce que le même jour elles ont eu ce diplôme. Donc vraiment c'est une magnifique histoire comme quoi voilà, on peut apprendre, on peut vraiment s'instruire, on peut vraiment aller très très loin quand on en a envie. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire. Voilà. On souhaite vraiment à ces deux belles dames, voilà, on leur souhaite vraiment une belle réussite dans leur domaine, voilà, qui est la médecine, hein, voilà, qui est de soigner, d'aider les gens. Donc on leur souhaite vraiment plein de bonnes choses. Donc ça c'était la première histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire justement. Moi c'est vraiment le fait d'apprendre justement, de se dire qu'on peut faire des études, on peut reprendre les choses à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a inspiré dans cette magnifique histoire de cette maman et de sa fille. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez vous de cette histoire, hein, et ce que ça évoque pour vous. On va passer à la deuxième histoire aussi, voilà, qui comme je vous disais un peu plus haut, c'est des histoires très inspirantes de toute façon. Dans cette rubrique, de toute façon, on va parler de femmes, on va parler de femmes, oui, qui ont fait des choses qui inspirent, qui donnent envie à réfléchir, qui nous motivent, oui, des femmes qui font des choses et qui donnent de l'espoir. Donc voilà, donc moi je vous parlerai souvent de ce genre de femmes qui font des choses qui nous donnent de l'espoir. Donc voilà. Donc comme je disais, la deuxième histoire aussi, elle est tout aussi magnifique et elle nous vient aussi des États-Unis, voilà. Elle s'appelle Kadi Djibril Ndiaye. J'espère que je le dis bien. Et toujours cette jeune femme, voilà, elle est pilote de ligne et instructeur en aviation. Pour la faire courte, voilà, en gros, elle est pilote. Et donc cette jeune femme, voilà, elle est d'origine sénégalaise. Et quand elle était petite à Dakar, en fait, je vous laisse imaginer la scène quand elle était petite et qu'elle regardait les avions, donc cette machine qui vole, voilà, quand elle était petite, elle se disait, j'aimerais un jour conduire un avion. Donc petite au Sénégal, c'est ce qu'elle se disait. Et son rêve, elle a pu le réaliser justement, elle aussi, en allant aux États-Unis, où elle a fait des études dans ce sens. Et comme on dit, voilà, aux États-Unis, on connaît, c'est le rêve américain, tout est permis, tous les rêves sont permis. Cette jeune femme, justement, elle a réussi à réaliser son rêve.
Je sais pas si vous vous imaginez le contraste, quoi. Donc, de l'Afrique où elle se dit, voilà, mon rêve, c'est d'être pilote. Et aujourd'hui, se dire, enfin, ça y est, je suis pilote. Donc voilà. Donc, Kadi Djibril Ndiaye, donc en arrivant aux États-Unis, elle a fait ses études, tout ça, et maintenant, elle est pilote. Et cette jeune fille, en fait, elle explique qu'elle a même piloté un avion avant même de conduire une voiture. C'est pour vous dire comment son rêve était tellement intense, tellement fort que la voiture, tout le reste, c'était pas son problème. Elle, c'était vraiment, je veux être pilote et je vais me donner tous les moyens pour réussir ce rêve, quoi. Donc, elle a réussi et voilà. Et l'autre chose aussi qu'elle rajoute, c'est que elle encourage vraiment toutes les femmes, hein, parce que c'est vrai que pilote, c'est un milieu assez fermé. Souvent, effectivement, on a des hommes pilotes. Après, on a les hôtesses qui sont justement des femmes. Il y a beaucoup d'hôtesses de l'air. Et souvent, c'est vrai que les pilotes, c'est des hommes. Et donc, elle encourage vraiment toutes les jeunes filles à s'intéresser donc à ce secteur et se dire que voilà, on peut y arriver, c'est accessible. Moi, j'y suis arrivée, j'ai cru en mon rêve, donc vous aussi, mesdemoiselles, vous pouvez le faire, même si c'est un milieu d'hommes. Donc c'est le message qu'elle donne à toutes les jeunes filles qui rêveraient d'être pilotes. Donc peut-être un jour, si vous êtes aux États-Unis et que vous prenez l'avion, peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir comme pilote Kadi Djibril Ndiaye qui a vraiment réussi son rêve. Voilà. Donc cette histoire aussi, voilà, inspirante parce que croire en ses rêves, parce qu'elle, c'était vraiment le rêve de petite fille qui s'est réalisé. Voilà, comme on dit, c'est un conte de fées. Et pour elle, son rêve, c'est vraiment réalisé. Et elle pensait vraiment pas faire autre chose. Elle y a cru jusqu'au bout. Donc c'est ce que j'aime dans cette histoire aussi, c'est le fait de se dire que voilà, quand on a un rêve, on lâche pas, on fait tout pour que ça marche. On se donne les moyens et on pense qu'à ça, on fonce, on reste focus, on reste concentré si c'est ça le rêve, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment l'exemple que Kadi Djibril Ndiaye, cette jeune fille donc d'origine sénégalaise et pilote justement nous donne comme leçon de vie et je trouve ça magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette histoire où il faut croire en ses rêves? N'hésitez pas, voilà, à nous laisser des commentaires dans la rubrique actuelle, voilà, et dans l'émission L'écho des femmes. Donc, j'espère que ces deux petites infos vous ont plu, voilà. Donc, la première info, comme je disais, c'était ces deux femmes qui sont devenues docteurs Kuji aux États-Unis. Et la deuxième info, donc cette magnifique pilote Kadi Djibril Ndiaye, voilà, qui a cru en ses rêves et qui est devenue pilote d'avion. Donc voilà, c'était ma rubrique. J'espère qu'elle vous a plu et nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gina dans la rubrique Actu. Voilà, et dans l'émission L'écho des femmes. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'infos, pour savoir tout ce qui se passe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne soirée. Lydia, à très bientôt. Au revoir. Ça piquait sous le genou, d'y trouver un confident, ni croque-moi sous la tête, qui pas qu'à respecter femme. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent, y'ont oublié. Pas les dix doigts, ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail. Ça fait moins mal. Mariage par intérêt. Ça fait moins mal. Égoïste.
portrait de la femme du jour, je vais vous parler de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi vient de s'éteindre à l'âge de 93 ans. Qui est cette femme qui a fait énormément de choses pour l'amélioration des conditions de la vie de la femme? Donc, on va parler un petit peu de cette dame qui a plusieurs casquettes, qui a fait énormément de choses. Hein. Voilà, on va un petit peu parler de son histoire. Gisèle Elise Taïb, de son vrai nom, est née le 27 juillet 1927 en Tunisie et est décédée le 28 juillet 2020 à Paris, donc tout récemment. Avocate, militante, féministe et femme politique franco-tunisienne. Donc déjà là, on peut voir les différentes casquettes qu'elle a. Ces différentes actions médiatisées, comme exemple le procès de Bobigny en 1972, qui permettent donc l'acquittement de 3 femmes qui étaient accusées d'avortement, eh ben, ce procès a contribué à l'évolution vers la loi Veil, qui est justement la loi qui est sur l'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Donc, en fait, toutes ces actions en tant qu'avocate étaient vraiment visées pour les femmes, quoi. C'était vraiment pour aider les femmes justement à être libres entre guillemets de leur corps, voilà, de faire ce qu'elles veulent de leur corps entre guillemets. Ensuite, la casquette, comment dirais-je, hein. Ensuite, oui, on la retrouve dans sa casquette de militante, voilà. Elle est une figure majeure du féminisme en France. Elle est la seule avocate en 1971 qui a signé en fait un manifeste qui réunit des femmes en fait qui déclarent avoir avorté et qui réclame surtout le libre accès aux moyens contraceptifs et à l'avortement libre. Donc c'était la seule femme, c'est la seule avocate en fait qui avait signé ce manifeste en 71. Elle fonde le mouvement Choisir la cause des femmes avec Simone de Beauvoir et beaucoup d'autres. Donc vraiment, ces actions étaient vraiment visées sur le bien-être de la femme, sur leurs conditions de vie, sur l'amélioration de leur vie. On peut dire que Gisèle Halimi a beaucoup œuvré dans l'amélioration de la condition de vie de la femme. Et donc, elle fait partie des femmes qui ont fait évoluer les choses, tout simplement. Et pour finir, je vais vous dire 3 choses, donc 3 citations de Gisèle Halimi. C'est tout pour moi aujourd'hui dans le portrait de la femme du jour. On se retrouve la semaine prochaine dans l'émission L'écho des femmes dans la rubrique Actu Elle et dans la rubrique Portrait de la femme. Voilà. Donc, merci à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle. C'était Gina Soferber et je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir Lydia. Trop souvent yo oublié, balai du doigt ces femmes-là, toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit, ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail, ça fait moins mal. Mariage par intérêt, ça fait moins mal. Égoïste. Merci Gina. Ce soir, nous
nous avons le plaisir, nous recevons avec nous Madame Aïcha Kallo. C'est une personnalité qui évolue dans le milieu médical. Elle est aussi membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Elle est la représentante à Londres et en Australie. Bonsoir, Madame Kallo. Comment allez-vous? Bonsoir, Madame Lise. Je vais très bien. Merci Bienvenue de dans m'avoir invitée pour cette émission ce soir. Très bien, merci. Bienvenue dans l'émission L'Écho des femmes. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes du jour. On est le dimanche 2 août 2020. Madame Aïcha Kallo, vous êtes en direct de Londres. Je m'appelle Aïcha Kallo, je suis d'origine guinéenne. Je vis à Londres depuis à peu près 14 ans. J'évolue dans le domaine de la santé sexuelle, mais aussi j'ai d'autres casquettes. Je travaille dans les ONG et je suis entrepreneuse aussi. J'anime aussi des débats autour de l'émancipation de la femme sur notre page Facebook Braves Femmes de Guinée. Je suis aussi en freelance, je suis consultante en santé publique. Je travaille dans quelques pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina. Ça, pour l'instant, c'est tout moi. À Londres aussi, je travaille dans une ONG de santé sexuelle. J'ai 2 casquettes. Je suis coordinatrice des travailleurs sociaux et je suis ce qu'on appelle ici Women Engagement. C'est un peu l'équivalent en français d'une personne qui émancipe les autres, des organisations de lutte pour les droits de la femme, surtout les droits de reproduction. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes aussi un membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Vous êtes la représentante à Londres et en Australie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le mouvement panafricain le mouvement des femmes panafricaines, c'est aussi un mouvement qui regroupe toutes les femmes des 5 coins du monde afin qu'elles viennent ensemble pour penser à la situation, pour réfléchir, mettre leurs compétences en synergie afin d'aider les femmes à mieux connaître leurs droits, à mieux évoluer dans leur secteur d'activité, mais aussi à être la voix des sans-voix, parce qu'on a des millions de femmes qui n'ont pas cette opportunité que j'ai aujourd'hui de parler de leurs conditions. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, mais pour l'instant, on est sur la phase de réflexion. On se rencontre de temps en temps pour parler des projets du mouvement et on encourage les unes des autres avec différents projets. Merci beaucoup, sachant aussi que moi-même, je suis aussi membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Je voudrais passer un petit bonjour à Mama Dédé Bokoni, Mama Africa et toutes les autres femmes qui sont membres de ce mouvement. Et bien sûr, dans ce mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, il y a aussi, je crois, il y a aussi quelques hommes. Ouais. On va continuer avec les questions, Madame Kallo. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le secteur de la santé sexuelle? Bon, je dirais plutôt que ce n'était pas un choix, c'est le fruit du hasard. Quand j'ai fini ma maîtrise en gestion financière à Londres, non pas à Londres, pardon, au Maroc, je suis venue à Londres pour apprendre la langue comme je crois, toute personne qui veut évoluer à l'international.
Quand je suis arrivée à Londres, j'ai décidé de faire un stage et les organisations qui m'ont répondu, c'était des organisations qui opéraient dans le domaine de la santé reproductive. J'ai commencé mon stage là-bas dans une des organisations, Positive East, comme assistante financière. Mais ils avaient un groupe de personnes infectées par le VIH. Il y avait cette opportunité de pouvoir traduire des documents pour ces personnes. Et aussi, quand il y avait des formateurs, j'étais souvent choisie de passer le message en français. C'est là la passion, au fait, est née. Donc, j'ai décidé parce que j'ai trouvé ça tellement simple, j'ai décidé au fait d'aller faire des cours, de mieux comprendre le domaine. Donc, j'ai fait ce qui est peut-être l'équivalent d'un BTS dans des études de santé reproductive, surtout le VIH. Après cela, je me suis dit, mais bon, le VIH, c'est pas seulement la santé publique. Donc, je suis partie faire un master en santé publique. Donc, je suis vraiment rentrée dans le monde de la santé reproductive par hasard, juste parce que je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit, au fait. Donc, j'ai dû poursuivre ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait besoin de prendre ces informations aussi en Guinée. Parce que depuis mon arrivée à Londres, j'ai jamais voulu vivre en Angleterre. J'ai toujours voulu aller en Guinée parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de mon expertise en Guinée qu'à Londres, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Je suis tombée dessus. Je suis tombée au bon endroit et j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont dirigée dans le secteur et maintenant j'y travaille, ça fait à peu près 13 ans. Donc, 13 ans. Ah ben, le hasard fait bien les choses. En plus, vous vous êtes donné les moyens justement tout simplement de vous former. C'est très important. Madame Kalo, vous êtes originaire de la Guinée-Conakry, c'est bien ça, hein? Oui. D'accord. La santé sexuelle se limite-t-elle uniquement au traitement des maladies sexuellement transmissibles? Non, la santé sexuelle est un peu plus complexe que cela. La santé sexuelle, on fait beaucoup plus de prévention parce que comme tout bon médecin ou toute personne qui travaille dans le domaine de la santé ne voudra pas avoir des malades sur le dos. Donc, ce qu'on fait, on fait beaucoup de prévention. On fait aussi les diagnostics des maladies et puis aussi on fait les traitements et par-dessus tout, on travaille aussi dans l'infertilité au fait. Parce que la plupart des maladies sexuellement transmissibles, quand ce n'est pas traité à temps, vont affecter notre santé reproductive. Donc, ce qu'on fait, on essaie aussi d'aider ces personnes, malheureusement, qui se sont retrouvées dans ce ces problèmes d'infertilité. On les aide en les offrant d'autres options afin qu'elles puissent peut-être, si ce sont des femmes, avoir la joie d'être mères. Mais aussi, on fait beaucoup de counseling parce que la plupart, quand on pense à la santé sexuelle, on a aussi des personnes qui ont des problèmes pour s'assigner une sexualité, une orientation sexuelle. Donc, on fait beaucoup de counseling. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit dès le début aussi, j'ai fait des formations en counseling, en santé mentale aussi. C'est un tout, au fait, la santé reproductive. Ce n'est pas seulement donner des médicaments ou traiter, c'est aller au-delà de là, c'est faire de la prévention, c'est diagnostiquer, c'est traiter, mais aussi se rassurer que ceux qui sont déjà dans des situations complexes, qu'on puisse les accompagner à accepter soit leur situation ou à trouver d'autres options. Merci beaucoup. La question que j'aimerais vous poser, quelles sont les maladies sexuelles qui menacent le plus nos populations? Bon,
question, j'aimerais bien, ma première réponse sera directement le VIH. Mais au-delà du VIH, oui. voilà, au-delà du VIH, on a aussi les maladies, les infections silencieuses qu'on ne fait pas très attention, comme chlamydia, gonorrhée, syphilis, qui touchent notre communauté. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que on n'a pas tabou, connu... c'est parce que c'est tabou, c'est très tabou. Hein? Non, c'est parce que ça ne fait pas autant de ravages que le VIH. Par exemple, si je vous donne les statistiques de 2019 concernant le VIH, on a quand même 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Et juste en 2019, on a eu 690 000 personnes qui sont décédées suite aux maladies liées au sida. Et on a aussi juste en l'année 2019, on a plus d'1 million de personnes qui ont été infectées par le VIH. Donc, c'est un peu énorme, tout en sachant que ça fait plus de 35 ans que le VIH est parmi nous et qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont été assignés pour radier le VIH, mais on n'arrive toujours pas à trouver les formules pour les mêmes formules pour tous les pays parce qu'il y a souvent des problèmes culturels. Par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, parler de la sexualité, déjà, c'est un peu tabou. Parler du port de condom, comment on donne l'information, la connaissance à une femme pour qu'elle puisse négocier le port du condom avec son partenaire. Quand on regarde aussi les zones minières, on voit plus de prostituées. C'est un peu plus complexe que par exemple en Occident où tout a l'air un peu bien ficelé par le gouvernement. Chez nous, c'est un peu plus complexe, il faut savoir utiliser les mots, il faut aussi voir comment on aborde la question de la sexualité et en plus, les femmes n'ont pas assez de pouvoir ou assez de voix, je dirais plutôt assez de voix pour dire à leur mari, c'est comme ça que je veux et même s'il y a des familles polygames aussi, comment tu contrôles qui envoie quoi? Donc, c'est un peu plus complexe, c'est pour cela que les gens ont tendance à croire que le VIH bien évidemment, c'est une réalité, est l'infection la plus connue parce que ça tue plus de personnes et encore, on a des millions de personnes qui en meurent ou qui sont infectées chaque année. Mais il y a d'autres maladies qu'on essaye d'ignorer, mais qui sont vraiment présentes dans notre communauté. Et comment s'en prémunir justement, Madame Callot? Bon, pour ne pas stigmatiser, parce que quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, je vais me concentrer sur le cas du VIH, bien que les autres infections aussi ont des démarches un peu similaires. Pour ne pas stigmatiser les gens qui vivent avec le VIH, j'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs que le VIH n'est pas seulement passé par la voie sexuelle. Une mère, il y a la voie verticale. Donc, c'est la transmission de mère à enfant. Donc, une femme enceinte peut ne pas savoir qu'elle a le VIH. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on a un système qui font des dépistages systématiques des femmes enceintes. Donc, on a aussi les risques des femmes enceintes de passer la maladie aux enfants. Il y a aussi, dans certains pays, on n'a pas, dans tous les endroits, on n'a pas un système de contrôle de sang. On a des donneurs de sang, mais on ne contrôle pas leur sang. Donc, il y a le risque d'avoir le VIH aussi à travers la transfusion sanguine. Et puis aussi, il y a aussi les drogués qui s'injectent la drogue. Aussi, il y a les échanges des seringues aussi qui causent le VIH. Donc, pour se prémunir de ce virus, sur le plan sexuel, on va utiliser les préservatifs. C'est le moyen le moins cher et puis le plus connu. C'est à 99,99% sécurisé ou fiable quand c'est utilisé convenablement.
Ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, on a aussi d'autres méthodes de se prévenir. Je dirais aux États ou les membres du gouvernement qui vont peut-être nous écouter, il faut se rassurer que tous les donneurs de sang leur sang ont été contrôlés avant de faire des transfusions aux autres personnes qui ne sont pas forcément infectées. Il y a aussi pour réduire la transmission de mère à enfant, il faut se rassurer que toutes les femmes qui vont dans les centres de santé sont dépistées. On a aussi des comprimés qui ne sont peut-être pas disponibles dans nos pays, qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Donc, ce sont des comprimés qui sont utilisés pour des gens qui vivent déjà avec le VIH. Quand je dis pré-exposition, ça veut juste dire avant d'avoir été en contact avec le virus. Donc, tu vas prendre ces médicaments. Il y a des gens qui me disent complètement, Aïcha, je ne peux pas utiliser de préservatif. Donc, ici à Londres, on a l'opportunité de les donner ces médicaments qu'ils prennent tous les jours. Donc, ce sont des gens qui refusent d'utiliser des préservatifs, mais qui ont de multiples partenaires. Donc, ils peuvent prendre ces médicaments pour prévenir la maladie. Il y a aussi des cas d'accident. Donc, là-bas, on parle de post. Donc, déjà, quand la personne a été exposée à l'infection, je prends l'exemple, par exemple, d'un médecin qui soigne quelqu'un par accident, le seringue rentre dans sa main, donc il est tout paniqué. Il n'y a pas de panique, on te donne ce médicament afin que tu sois rassuré que tout va bien. Ou aussi, on peut prendre le cas de quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avec une personne et puis le préservatif s'est cassé. Donc, tu ne sais pas si la personne est infectée. Donc, tu peux toujours aller à l'hôpital. On va te donner un traitement d'1 mois qui te permet de ne pas avoir le VIH. Mais je ne sais pas si c'est disponible dans tous nos pays. Pardon? Voilà, en prévention. Hein? Le médicament, c'est en prévention, c'est ça? Voilà, c'est en prévention, complètement. Ouais. Merci beaucoup, Madame Callot. Nous sommes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Une petite pause, on revient tout de suite avec notre invitée du jour, Madame Aïcha Callot. Nous en pensons mais chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Quand innocent. Comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive raché. Respecter femme, considérer c'était maman.
sous la terre, qui pas qu'à respecter femme. Les ouais, on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal, Dis-moi, il a qu'à pleurer. ça fait moins mal, Maman, où j'en ai souffert. ça fait moins mal, Dis-moi que ça pour faire peur. ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent, y'ont oublié. Pas les dix doigts, ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal, Alcool, la drogue détruit. ça fait moins mal, Droit de cuissage pour travail. ça fait moins mal, Mariage par intérêt. ça fait moins mal. Écoute, De retour dans l'émission L'écho des femmes, chers auditrices, auditeurs. L'émission L'écho des femmes reçoit Madame Aïcha Kallo, qui est dans le domaine de la santé sexuelle. Alors, je vais continuer notre échange. Nous sommes, non, avant, plus précisément, quelle est votre population ciblée? Nous, je vais dire la population est ciblée, c'est toute personne qui a des rapports sexuels. Donc, si tu as des rapports sexuels non protégés, que tu aies 70 ans, que tu as 10 ans, tu as un risque d'avoir des infections sexuelles. Donc, il n'y a Ça pas... ça ne concerne pas seulement que les jeunes, voilà. Non, Ça concerne tout le monde. justement, c'est l'erreur qu'on a commise à Londres. On s'est focalisé tellement sur les jeunes et les jeunes adultes qu'on a oublié les personnes qui ont plus de 60 ans. Maintenant, on remarque qu'il y a de plus en plus de divorces. Et ces personnes qui ont plus de 60 ans ont aussi des rapports avec des personnes les moins âgées. Donc, ce qui fait que le risque, maintenant, le taux dans cette population qu'on avait ignoré pendant des années est maintenant très élevé. Donc, tant qu'une personne est sexuellement active, Oui. tu es notre population, tu fais partie de notre population cible. Ben justement, c'est pour cela que je vous ai posé la question, parce qu'on a tendance des fois à croire que ça concerne que les jeunes ou les jeunes adultes, et on oublie les personnes dites, les personnes un peu plus mûres, hein. C'est pour Oui, cela tout que je à vous fait. ai posé la question. Tout à fait. Surtout que dans nos pays aussi, on a les vieux qui sortent avec les enfants. Donc, imaginez que nous, on a un problème de mariage précoce. On a des problèmes de polygamie dans notre société. Donc, on ne peut pas juste dire parce qu'on a maintenant des problèmes de viol. On a des enfants malheureusement de 6 mois qu'on a vus sur les réseaux sociaux qui ont été violés par des adultes. Maintenant, la prévention, on doit vraiment l'élargir. On doit parler de cela parce que je ne sais pas combien de personnes cet adulte a violé et je ne sais pas s'il a des infections. Donc, imaginez une petite fille de 10 ans qui a été violée, malheureusement par un pervers qui a eu des rapports sexuels avec plein d'autres personnes. N'oublions pas aussi qu'il y a des prostituées dans les rues. Et les jeunes sont de plus en plus actifs. Ça, c'est la réalité. Nos parents ne veulent pas l'admettre. Surtout les jeunes de moins de 15 ans maintenant sont très actifs sexuellement et les parents ne veulent pas l'admettre. Donc, moi, par exemple, on est en train de faire un projet pour aller faire de la sensibilisation dans les écoles primaires et collèges. C'est une chose qui ne s'est jamais faite en Guinée, mais je veux pousser dessus parce qu'il y a plein d'enfants qui sont violés. Il faut qu'ils sachent c'est quoi un peu la sexualité, c'est quoi le consentement, c'est quoi un peu quand un adulte te touche, à qui il faut aller en parler sans peur. Donc, il faut maintenant avoir un peu d'ouverture d'esprit parce qu'on a les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus exposés. Donc, ce n'est pas une question il a plus de 50 ans, il n'est pas... Non, ça sont des préjugés. Même des gens qui ont plus de 70 ans sont des fois sexuellement actifs. Donc, si tu es sexuellement active, tu fais partie de notre cible. Mais il faut savoir que nos campagnes de sensibilisation doivent être
doivent aussi cibler les populations et les messages clés doivent être différents d'une population à une autre. Donc, En tout on ne cas, va c'est pas bien de le juste dire, faire... hein. Mhm. En tout cas, c'est bien de le préciser, c'est bien de le dire. En tout cas, je vous en félicite. Actuellement, nous sommes en plein dans la lutte contre le COVID-19, le coronavirus. Quel impact sur les maladies sexuelles et particulièrement le VIH? Bon, sur les maladies sexuelles, l'OMS avait lancé l'alerte rouge parce qu'il y avait peur pour les stocks, rupture de stock des médicaments. Et j'en suis sûre, dans certains pays où ils n'ont pas bien réfléchi dessus, peut-être qu'il y a eu rupture de stock. Donc, on va en fin de pandémie ou en fin d'année, on va savoir combien de personnes ont eu d'autres maladies, parce que le problème avec le VIH, surtout quand le système immunitaire est faible, ça crée d'autres maladies opportunistes. Donc, on va pouvoir faire des études pour voir l'impact au fait de COVID ou l'impact de rupture de stock dans des zones rurales, comment ça a impacté sur les personnes qui vivent dans ces pays. Parce que certains pays, comme en Angleterre, c'était très facile. Tu as un stock de 6 mois, donc tu as le temps, au fait, pour les compagnies pharmaceutiques de s'organiser afin que tu aies encore des stocks. Mais des pays comme la Guinée, on vous donne des stocks d'un mois, au fait. Et on avait fermé, il y a un moment, on a fermé, qu'on a crié, personne ne pouvait passer pour voyager. Après, ils ont un peu atténué les choses, mais pendant 2 mois, 3 mois, c'était difficile de sortir de Conakry. Donc, sans des études profondes, on ne pourra pas savoir. Mais on pense qu'il y a des personnes qui ont été vraiment touchées par l'impact de rupture de stock ou même fermeture des frontières, parce que les médicaments, malheureusement, ne sont pas faits en Afrique, par exemple. Il faut les envoyer des autres pays développés. Il faut les envoyer des autres pays. Ah ben, c'est la question que j'allais vous poser. Êtes-vous soutenu par les organismes internationaux tels que l'OMS? Vous m'avez un petit peu répondu là. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser aussi. Voilà. Bon, en travaillant à Londres, c'est un peu plus facile. Le système, il Oui, est tellement bien organisé. oui, Nous, on prend tout avec NHS, au fait. Les médicaments sont délivrés, livrés, pardon, oui. chez les malades. Donc, il n'y a pas eu de problème de rupture. Mais par rapport à la Guinée, ils sont sponsorisés par OMS ou l'ONU-SIDA. Maintenant, l'impact, je ne pourrais pas vous le dire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils décident, parce que ce qu'on ne fait pas bien aussi en Afrique, c'est faire des études, au fait, voir l'impact du VIH sur la condition féminine, voir l'impact du VIH sur l'émancipation des femmes, ou voir l'impact du VIH sur peut-être la santé mentale. Des choses comme ça, c'est ce qui me passionne en santé publique, parce que tu as l'opportunité de faire ces recherches et de venir avec des données et de changer, au fait, le dynamisme du système de Oui. santé. Sans qu'on ne fasse de recherche, on ne peut pas changer grand-chose, parce qu'on ne fait que des présuppositions, alors que quand on fait des recherches, on a des informations réelles des personnes qui Réel. sont infectées. Mhm. Donc, on espère qu'après COVID, une ONG quelque part ou une personne motivée va vraiment étudier cette histoire de l'impact, au fait, de la fermeture des frontières sur les personnes qui étaient dans les zones rurales, qui n'ont pas forcément d'hôpitaux à côté, parce qu'on manque des hôpitaux. Je parle toujours du cas de la Guinée, à côté dans certains villages. Donc, il faut faire des kilomètres pour aller chercher ces médicaments. Comment ça a affecté ces personnes? Ça, ce serait une bonne étude. Je pense que si quelqu'un pouvait le prendre, ou OMS ou une autre organisation qui a ces moyens, ça pourra être intéressant pour le gouvernement afin de réorganiser le système de distribution des médicaments pour les personnes infectées par le VIH.
Voilà, faire des études beaucoup plus poussées. En tout cas, l'appel est passé, hein. Voilà, ça, sachant que l'émission L'écho des femmes, la radio RPC, Radio Passion Culturelle, c'est une web radio, ont émis dans le monde entier via le www.larpc, larpc.online. Madame Carlo, parlez-nous un petit peu des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier. Bon, les difficultés en général, je dirais, c'est comme le domaine de la santé sexuelle, un peu, comme vous savez, c'est tabou. Donc, c'est déjà approché les personnes. On a beaucoup de difficultés parce que dès que je dis VIH, par exemple, j'ai dans un milieu, certaines personnes ne vont pas qualifier ça de VIH, ils vont te dire la mauvaise maladie. Donc, ils ne veulent Voilà, ça même pas suscite la mettre peur, de... ça suscite Voilà, tout de suite la justement. peur. Voilà, c'est cette peur qu'ils ont, c'est cette peur que certaines personnes ont par rapport à la maladie. Il y a aussi parce qu'on ne fait pas trop de, on n'en parle pas assez. Donc, ça fait que des gens, par exemple, quand je compare le dynamisme en Afrique, même en Afrique, il y a le dynamisme est différent d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, c'est un peu plus facile de parler de prévention de maladies sexuellement transmissibles qu'en Guinée, par exemple, où on est un peu en arrière des choses. Quand vous partez dans les pays comme l'Afrique du Sud, c'est un peu plus... parce que toutes les familles presque ont été touchées par cette maladie. Donc, c'est un peu plus ouvert. On parle aisément des maladies sexuellement transmissibles. Donc, dans notre communauté, si je reviens à Londres, même ici, dans notre communauté, on a des problèmes pour en parler d'abord. Et encore, on a des problèmes pour convaincre des gens d'aller se faire dépister. On a aussi des problèmes pour envoyer des gens dans les cliniques de santé sexuelle parce que les gens voient la sexualité comme pour des gens qui sont un peu dehors, qui couchent avec tout et tout ce qui bouge. Et on a aussi, je pense, le langage qu'on utilise. Pour parler à ces personnes, des fois, on n'utilise pas en tant que personnel de la santé public, on n'utilise pas les bons, des bons mots pour parler aux gens. Je m'explique. Quand je pars, par exemple, en Guinée, si je pars dans des zones rurales, je ne vais pas leur parler comme je vous parle maintenant. Parce que déjà, vous vous adaptez. Voilà, je m'adapte au milieu. Et vraiment, le message aussi, je l'adapte. Et je ne vais pas, par exemple, faire devant toute une communauté, je ne vais pas le montrer comment on utilise les préservatifs, par exemple, dans un village. Non, je ne ferai pas ça. Par exemple, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais ce que je peux faire au fait, c'est les montrer des images des maladies pour les choquer, au fait. Et aussi montrer les conséquences, parler des conséquences quand ils ne sont pas traités, ce que ça amène. Parce que je me suis rendu compte, quand tu vas avec cette approche, parce qu'ils n'ont jamais vu de ces images horribles, par exemple, des gens qui décèdent du VIH. Donc, quand je les montre ça, ils sont un peu choqués et puis veulent savoir un peu plus. Donc, c'est plus facile. Donc, il faut savoir s'adapter. Je pense que des fois, on a un peu des panneaux publicitaires qui pensent que le message, il est clé, il est là parce que c'est dans Conakry ou dans la capitale ou à Nairobi. C'est tout clair comme ça. Il y a deux préservatifs, deux couples jeunes qui sont dessus, que ça passe pour tout le monde. Et quand je parle de communication aussi, quand je vous parle, certaines personnes n'écoutent pas quand je parle, mais quand je montre des exemples ou des images, d'autres personnes arrivent à cerner plus facilement. Quand on utilise dans certaines communautés aussi, l'utilisation de théâtre, par exemple, est un moyen, au fait, pour les jeunes d'écouter, les plus petits d'écouter. Donc, il faut savoir s'adapter, je pense. On a des difficultés, mais on trouve toujours des moyens autour pour pallier à ces difficultés, je trouve. D'un pays à un autre, au fait, j'imagine. Très bien. Comment alliez-vous votre vie familiale et la vie professionnelle?
Bon, c'est une question un peu, je ne sais pas, complexe pour moi parce que je vis toute seule à Londres, ce qui fait Oui. que c'est un peu plus facile pour moi. C'est pour cela que j'ai une vie active, j'ai une vie très active. J'ai quand même 5 casquettes sur ma tête parce que Ah j'ai oui, personne, voilà, j'ai personne avec moi ici. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de faire cela. Mais comme je planifie de rentrer en Guinée, évidemment, j'aurai une vie familiale. Ça va être un peu plus, je pense que je pourrais répondre à votre question une fois entrée en Guinée. Je suis en couple et puis aussi j'ai ma famille, j'ai ma mère et mes frères qui sont autour. Donc, je vais pouvoir peut-être trouver l'équilibre. Pour l'instant, c'est boulot, 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 quoi. en tout Donc, cas, je pas tout, trop. oui, hein, Voilà, oui, tout c'est une question de planification, hein, de toute façon. voilà justement. Quels sont vos besoins actuellement? Pour mes besoins pour faire le boulot que je veux faire en Afrique sera par exemple d'avoir des fonds pour commencer parce que ça fait des années que je travaille à fonds personnel. Je me débrouille, je mets de l'argent de côté, je vais sur le terrain, je fais ce que je peux faire. Et aussi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont passionnés comme moi. Donc, on fait des fois, j'ai eu plusieurs opportunités d'envoyer des collègues pour des échanges de connaissances en Guinée. Donc, ce que je faisais, je me chargeais de l'hébergement un peu, ça les faisait un peu du tourisme et tout. Mais pour ce qu'il me faut maintenant, si je dois dire, c'est être plus organisé, avoir des fonds et puis avoir une structure pour faire le travail, pas le faire de façon bénévole, mais le faire de façon professionnelle, installer quelque chose et être là. Je crois un peu c'est ce qui me motive à aller parce que je vois le besoin et j'ai vraiment envie que les choses changent et je sais qu'on peut le changer avec un peu de communication, travailler avec le gouvernement afin qu'ils puissent Oui. se réorganiser et avoir de meilleures stratégies pour organiser le système sanitaire. Ça ne sert à rien de les critiquer. Je pense des fois, il faut juste les approcher, apporter son expertise et faire de son mieux avec eux afin qu'on puisse travailler ensemble, au fait. C'est ce que je disais. Et surtout avoir une bonne collaboration, hein. Voilà, l'union fait la force. Voilà, justement, parce qu'en Afrique, on a tendance à critiquer le gouvernement. Moi, l'approche que j'ai eue depuis que j'ai commencé à travailler, c'est les approcher parce que j'ai plutôt eu mon expérience en Occident. Donc, je n'espère pas que tout sera satisfaisant ou tout sera parfait. Même ici, c'est pas parfait, on se plaint tous les jours ici. Donc, je n'espère pas que tout soit parfait, mais quand je vais avec eux, je vais avec beaucoup d'humilité. Je l'ai dit, ça, c'est ce que j'ai appris. On peut le faire comme ça, on peut l'adapter à notre contexte. Et en général, j'ai eu des réponses très, très positives et les gens m'ont accompagné. D'accord. Quel souvenir marquant de votre engagement sanitaire que vous avez gardé? Un souvenir, je ne sais pas, un souvenir qui vous a vraiment marqué. Je pense que j'ai eu plusieurs souvenirs, mais ceux qui m'ont vraiment marqué, je pense, c'est quand je suis partie dans un village en Guinée que j'ai trouvé des centaines de seringues qu'on utilisait, qu'on faisait bouillir et puis qu'on utilisait pour d'autres personnes. Pour moi, ça m'a un peu donné la passion à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Je me suis dit, Aïcha, ça, c'est pas normal. Quelqu'un doit dire quelque chose par rapport à cela. Quelqu'un doit faire quelque chose par rapport à cela. Donc, c'est ce qui m'a motivé au fait à aller jusqu'au point d'utiliser mes fonds personnels pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui me motive tous les jours. C'est aussi un souvenir que j'ai eu avec une femme qui était infectée avec le VIH. Là où elle se trouvait, au fait, il n'y avait pas de médicaments, il y avait rupture de stock. Donc, elle a dû donner naissance et elle a dû
alimenter ou allaiter plutôt son enfant, tout en sachant qu'il y avait un risque plus de 80% de passer le VIH à l'enfant. Malheureusement, l'enfant est devenu positif. Ça m'a vraiment marqué je crois pendant des mois, j'en pleurais parce que je suis dans un pays où les femmes enceintes ne passent pas le VIH à leur enfant. Donc, pour moi, c'est ce qui me donne la motivation que j'ai au fait. Je me dis, personne ne mérite d'être né avec le VIH en 2020. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des souvenirs, peut-être les gens vont penser, ce sont des souvenirs douloureux. Il y a beaucoup de souvenirs qui vont vous faire rire, qui sont positifs. Oui. Mais ce qui me motive, moi, au fait, à me lever chaque jour, à avoir cette force à travailler plus de 10 heures par jour sur mes projets, ce sont ces deux souvenirs parce que ça m'a complètement changé en tant qu'humain. Au fait, ça m'a fait comprendre au fait que j'avais des privilèges et j'étais en position de privilège et j'avais un devoir envers ceux qui étaient moins privilégiés. Merci, Madame Callot. Merci d'avoir partagé ces souvenirs marquants avec nous, avec les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes. Un message, est-ce que vous avez un message particulier aux personnes à donner ou alors aux personnes qui nous écoutent ce soir dans l'émission L'écho des femmes sur la Bon, RPC? le message que je vais lancer à tout le monde, le VIH, ce n'est pas une maladie fatale. Ou vivre avec le VIH ou avoir ou être diagnostiqué avec le VIH, ce n'est pas une maladie fatale. Elle devient fatale quand on ne sait pas qu'on vit avec. Donc, le plus tôt, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est aller se faire dépister. Parce que quand tu es sur médicaments, il arrive à un moment où le taux d'infectivité est très bas. Donc, tu ne passes pas la maladie à une autre personne. Il sera pour moi, en 2020, ça sera je ne pourrais pas comprendre si une personne refusait d'aller se faire dépister de peur de mourir. C'est plutôt quand tu ne te fais pas dépister que tu vas mourir. Donc, le message qu'on doit lancer au fait aux personnes, dépistage, c'est la clé au fait, contre cette maladie. Parce que si on a les personnes infectées, ce qu'on fait, on les met sur traitement. Ces personnes, une fois sur traitement, ne passent plus le VIH à d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on fait. Dépister, mettre les personnes sur traitement. Donc, les gens qui ne sont pas infectés sont en sécurité et les gens qui sont infectés déjà ont une vie plus épanouie et vivent une vie plus longue. Et il y a les personnes qui vivent avec le VIH, surtout les femmes ou les hommes qui vivent avec le VIH. Vous pouvez vivre avec d'autres personnes qui ne sont pas infectées. Mais la condition est que vous soyez sur traitement et que le virus, il est maîtrisé au point que vous ne pouvez plus le passer à une autre personne. Donc, vous pouvez avoir des enfants, comme toute femme, vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie comme tout être humain, mais il faut se faire dépister. C'est le message que j'ai aujourd'hui. Et j'invite les membres du gouvernement, s'ils nous écoutent, à aussi mettre le paquet parce que l'ONU-SIDA, selon leur rêve ou leur monde idéal, c'est qu'on soit au point que tout le monde, au moins 90% des personnes qui sont infectées soient au courant, qui sont infectées et qui soient sur traitement. Donc, pour que cela se fasse, il faut faire les tests de dépistage. Voilà, c'est seulement ça le message de ce soir. Il faut faire un test de dépistage. Il faut se faire dépister. La prévention avant tout. Voilà. Et ce n'est pas une fatalité. Une fois que vous avez le VIH, tout ce que vous avez à faire, je vais vous donner votre voilà, c'est prendre vos médicaments. Oui. C'est prendre vos médicaments. Prendre vos médicaments. Je vais vous demander votre dernier mot, Madame Callot. Merci beaucoup, Alice, pour m'avoir invitée. Surtout, la santé sexuelle, c'est une passion pour moi. C'est vraiment c'est quelque chose dont je peux parler toute une journée. C'est une vraie passion. Donc, m'avoir donné le privilège de parler
de cette spécialité de la santé publique et je suis honorée. Merci. Et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ce soir vont au moins avoir le réflexe d'aller informer d'autres personnes, d'encourager d'autres personnes autour d'eux afin que le dépistage soit juste aussi normal que respirer, en fait, que ce soit un acte normal. Merci beaucoup, Lise. Merci, Madame Aïcha Kallo. Merci pour cette belle interview que vous nous avez accordée à l'émission L'écho des femmes. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour écouter l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Somnifère à la tête trop fort, qu'il l'amour nous en bon sommeil. Chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Rêver quand innocent. Comme un famille qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Respecter femmes, considérer c'était maman. Nous allons passer tout de suite à la chronique beauté bien-être avec Isma. Bonsoir Isma, bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans la chronique Beauté Bien-être présentée par Isma et dans l'émission Écho des femmes. Aujourd'hui, on va parler des sourcils, différentes manières de les réaliser. Pour ma part, j'en ai 8 et après on va en développer 3 différentes de les faire. Vous verrez dans la vidéo ci-jointe. Première manière de faire les sourcils, le feutre pour un effet très naturel. Deuxièmement, le crayon à sourcils à pointe fine. Troisième, le gel teinté avec une tête de mascara qui fait un effet aussi très naturel. Pour un effet un peu plus accentué, un peu plus marqué, pour le sourcil, le crayon standard. On brosse toujours le sourcil vers le haut, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et après, on applique le crayon plus ou moins soutenu pour un effet soit très soutenu, les sourcils marqués, ou plus ou moins naturel. On peut également donc appliquer le crayon plus poudre, comme on a vu la troisième technique dans la vidéo, pour un effet plus accentué, mais en même temps bien dessiné, bien structuré. Il y a le crayon plus poudre plus highlight pour des sourcils fournis. Il faut, là c'est une technique un peu particulière, il faut brosser les sourcils d'abord vers le bas, appliquer le crayon, puis brosser les sourcils vers le haut, mettre la poudre et ajouter un teint de lumière
soit un correcteur, soit un crayon Jumbo très clair pour illuminer en fait le contour des sourcils et faire un effet lumière. Dernière technique où il faut avoir la main, c'est la pommade, plus l'illuminateur, comme on a pu le voir, donc soit par un correcteur, soit par un crayon Jumbo, très clair. La pommade, c'est la moins facile à appliquer, mais ça fait un effet assez accentué pour les sourcils, assez fourni. Ensuite, je vous ai présenté le crayon standard pour un effet un peu plus accentué. J'avais fait un sourcil d'une part et réalisé un autre avec vous. C'était pas le résultat qui comptait, c'était surtout vous montrer la technique. Voilà, donc bien de toujours brosser le sourcil vers le haut. Après, mettre le crayon plus ou moins accentué selon l'effet désiré. Et par la suite, vous pouvez laisser comme ça pour la journée ou mettre le gel fixateur transparent longue tenue. Et n'oubliez pas les zones de lumière en fait en bas du sourcil et sur le dessus, tout autour du sourcil pour un effet lumineux. Dernière technique qu'on a pu voir, donc on a allié le crayon sur la première partie du sourcil, deuxième partie du sourcil, la poudre, et on a allié les deux, travaillé les deux. Comme vous avez pu le voir, dans un des sourcils, j'ai un trou, donc j'ai complété avec le crayon. Avec la poudre, ça ne sera pas assez structuré. Et bien sûr, j'ai mis le gel fixateur en finalité pour un effet longue tenue. Et les zones de lumière, moi je l'ai appliqué avec un correcteur. Voilà, vous pouvez l'appliquer avec un crayon Jumbo ou même du highlighter, rajouter du highlighter. Mais le correcteur sera plus visible. Je vous ai également présenté dans la vidéo la manière en fait de structurer les sourcils, par où en fait le sourcil commence, où il doit finir et où la courbe commence. Voilà, c'est pour un effet indicateur, pour vous indiquer ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chronique beauté et bien-être, Isma. Aujourd'hui, on va parler des sourcils. Comment les faire d'une manière plus ou moins naturelle et un peu plus accentuée. Vous êtes prête? Le sourcil, pour moi, c'est un must. Et qu'on choisisse de le faire léger, soutenu ou coloré, pour l'été 2020, on doit y toucher. Le sourcil, maquiller le sourcil permet d'intensifier le regard et de changer, je dirais vraiment, l'intensité. Il y a différentes manières de faire les sourcils, notamment gel, poudre, crayon, pommade. Aujourd'hui, nous, on va surtout parler du crayon et de la poudre et également du gel fixateur pour une longue tenue. Aujourd'hui, je suis maquillée, comme vous avez pu le voir, et je n'ai pas maquillé les sourcils pour les faire ensemble. Allons-y. Alors, j'ai fait un sourcil à la poudre et on va faire le deuxième ensemble. Donc pour commencer, on brosse le sourcil vers le haut. Dans un deuxième temps, on prend un pinceau à biseau, on prend un peu de fard à paupières à votre teinte. Si vous êtes brune, vraiment ton sur ton, l'idéal. Pas trop foncé, ça durcit les traits. Et on passe la poudre en fait sur tout le sourcil. Après, comme vous souhaitez, plus ou moins naturel. On peut en mettre plus intensément à votre souhait. Et dans un dernier temps, je mets les zones de lumière, notamment en haut et en bas du sourcil. N'oubliez pas, après les zones de lumière, de poudrer avec une poudre bronzante, avec laquelle vous faites le 3 notamment, quand vous maquillez le visage. Deuxième étape, comme on en avait parlé tout à l'heure, on va parler du maquillage des sourcils avec le crayon. Cet œil est fait, on va faire le deuxième ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, il a été plus travaillé que la poudre et vous pouvez plus ou moins intensifier justement les trous s'il y en a
dans le sourcil et ça fait un sourcil plus structuré. Comme vous devez le savoir, on n'est pas symétrique. Donc moi j'ai un sourcil qui est différent de l'autre. Tant mieux, ça nous permet de voir différentes formes de sourcils en une seule personne. Troisième étape, on va passer au sourcil, fait aussi bien au crayon qu'à la poudre. Donc première partie du sourcil faite au crayon pour une meilleure structure. Deuxième à la poudre. Vous pouvez laisser comme ça ou pour une meilleure tenue, vous pouvez fixer avec un gel transparent et qui permet d'avoir un effet plus structuré, mieux travaillé. Ce sourcil-là était plus simple à faire que celui-ci. Donc comme j'avais dit, première étape crayon, deuxième fard à paupières et on rajoute le fixateur pour une longue tenue. Là, j'ai été obligée de rajouter du crayon, comme ceci, car j'ai un trou. Donc après, forcément, on ajuste selon si besoin. Il existe différentes formes de sourcils selon les modes. Et pour rappel, le sourcil commence à l'intérieur de l'œil. La courbe commence au médium de l'œil et il se prolonge jusqu'au coin externe de l'œil. Il doit aller jusqu'ici. C'était Isma pour le maquillage des sourcils dans l'émission Écho des femmes et la radio Passion culturelle. Si vous avez des questions ou vous souhaitez connaître d'autres formes de sourcils, ou d'autres moyens de réaliser les sourcils, notamment par la cire ou le gel coloré, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone à la radio ou à nous laisser des messages lors de la diffusion de l'émission. Merci de m'avoir écouté dans la chronique Beauté et Bien-être avec Isma. À la semaine prochaine. Au revoir Lydia. Sous les genoux, d'y trouver un confident. Microbe mon bas sous la tête, qui pas qu'à respecter femme. Les ouais, on n'a qu'à pas de femme. Ça fait moins mal, Dis-moi, ma il a qu'à pleurer. ça fait moins mal, Maman, où j'en ai souffert. ça fait moins mal, Dis-moi que ça pour faire peur. ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent, y'ont oublié. Parler du doigt, ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal, Alcool, la drogue détruit. ça fait moins mal, Droit de cuissage pour travail. ça fait moins mal, Mariage par intérêt. ça fait moins mal, égoïste.
l'émission du jour du mardi 4 août 2020, je remercie tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission L'écho des femmes. Je remercie notre invitée du jour qui est Madame Aïcha Kallo pour ses conseils en matière de la santé sexuelle où elle encourage les gens à se faire dépister et à prendre des mesures de prévention contre toute forme de maladie sexuellement transmissible. Remerciements aussi à notre chroniqueuse beauté et bien-être Isma pour avoir présenté cette chronique avec une bonne démonstration pratique autour du maquillage des sourcils. Remerciements également à Madame Gina Ferber pour ses chroniques actuelles et portraits de femmes qui permettent aux auditrices, auditeurs de s'informer sur les nouvelles qui concernent les femmes durant ces derniers jours. Un dernier rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76. Si vous êtes à l'étranger, vous rajoutez le plus 33 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou alors vous allez sur la page de l'émission L'écho des femmes. Passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. À très vite pour une nouvelle émission L'écho des femmes avec Lydia Antoine alias Lise. Merci Isma, à la semaine prochaine. Merci Gina, à dimanche dans l'émission L'écho des femmes. Nous bisous à fond.